Chers téléspectateurs, nous sommes toujours dans le bœuf politique et nous recevons aujourd'hui Jean-Emmanuel Fumbi, PDG du groupe Hope. Il nous a expliqué quelles innovations son groupe avait implémentées sur les terrains dans plusieurs pays d'Afrique. Nous allons maintenant essayer de comprendre pourquoi ce gros aigle a été abattu en plein vol. Jean-Emmanuel Fumbi, bonsoir. Bonsoir. Alors, votre programme implémenté en Afrique et dans d'autres pays, aux États-Unis, en France, marchait bien. Et tout à coup, un jour, patatrac, tout s'est arrêté. Comment et pourquoi Hope a cessé de fonctionner, notamment au Cameroun et dans d'autres pays? Le 13 février 2013, un vendredi, aux alentours de 22h15, un bruit insistant s'est fait entendre. Le régisseur a surgi de l'ombre, auréolé de son top staff, le top staff de Nubel. Nous sommes déjà à Nubel. Bonsoir, monsieur Fumbi. Oui. J'y viens. Bonsoir, monsieur Fumbi, vous êtes libre. 13 février 2013. 2015. 2015. Un vendredi. Vous êtes libre. Moi? Libre? Oui, monsieur. Et si vous en avez convenance, je vais rendre compte sur le champ à qui de droit. Je crois qu'au bout du fil, il y avait le procureur général qui lui-même devait s'en référer, selon une expression très prisée dans ce pays, à la haute hiérarchie. À la haute hiérarchie, oui, mais comment en êtes-vous arrivé là? Parce que je comprends pas. Je venais de recouvrer mon droit à la santé et à la vie pour aller me soigner à Paris. Je venais de recouvrer ma liberté après avoir passé 2 ans dans l'antre d'un camp que le gouvernement du Cameroun, par un exploit marketing digne des plus grandes campagnes publicitaires du XXe siècle, notamment celle des cigarettiers, a réussi à faire passer aux yeux de la communauté nationale et internationale pour une prison. La prison principale de Nubel, dit-on. À Douala, la capitale économique du Cameroun. Et 12 jours de garde à vue, 23 mois de séquestration arbitraire et de torture, et je venais d'être libéré, comme ça, nuitamment. Nuitamment. Comment en est-on arrivé là? Sans préavis, j'arrive, sans préavis, en catimini, par le privilège de la Providence. Tout ça en parfait parallélisme des formes avec la façon dont j'avais été arrêté le 9 mai 2013, alors que je m'apprêtais à embarquer dans un avion au terme d'une mission pour laquelle j'avais été invité très officiellement au Cameroun par le ministère de l'économie pour le compte du gouvernement. Et c'est donc au moment de reprendre l'avion à la fin de cette mission très réussie que j'ai été capturé pour ce longtemps en captivité dont je viens de vous parler. Alors, ça veut dire que j'arrive au Cameroun, non pas Jean-Emmanuel Fumbi arrive au Cameroun. Le président directeur général du groupe Hope est invité en tant que tel au Cameroun par le ministère de l'économie qui est le représentant légal du gouvernement camerounais, de l'État camerounais, dans le partenariat dit PPP, partenariat public-privé, existant depuis 2010 entre le groupe Hope d'une part et l'État du Cameroun d'autre part. Okay. Donc depuis 2010, Hope a réussi toutes les étapes avec tous les satisfecits de toutes les autorités camerounaises, de l'ensemble des projets qu'il a pu faire avec l'État du Cameroun. Je dois vous préciser une chose, c'est que Hope est installé au Cameroun comme une société anonyme dès 2009, suite à une tournée des autorités camerounaises, y compris au plus haut niveau, y compris du président de la République, Paul Biya, qui à l'époque était venu inviter, en fait, convier les investisseurs
Oui, en 2009, étrangers, lorsqu'il promet la double nationalité absolument, aux diasporas, aux investisseurs étrangers, y compris précisément à la diaspora dite industrieuse. Oui, je m'en souviens bien. En fait, pour que cette diaspora, que ces investisseurs étrangers viennent lui prêter main forte dans le cadre de la stratégie de la croissance et de l'emploi, dénommée improprement DSCE, comptant pour sa vision de l'émergence du Cameroun à l'horizon 2035. Donc c'est en répondant à cette invitation que nous nous implantons notamment au Cameroun, mais nous ne sommes pas implantés pour travailler avec l'État, puisque nous nous implantons en 2009, comme je vous ai indiqué, nos prestations Hope Santé, Hope Cadeau, etc. Nous travaillons d'abord avec les particuliers, puis nous travaillons avec les entreprises, dans le cadre notamment de la facilitation dans leurs relations avec les entreprises européennes et américaines, pour faire en sorte, par exemple, qu'elles ne soient plus les seules par le transfert d'argent à payer cash tout ce qu'elles importent, mais qu'elles aient droit, elles aussi, grâce à l'interface, à l'échelonnement, 30 jours, 90 jours, en fait, qu'elles retrouvent la normalité de toutes les entreprises du monde. Universel. Celles qui sont supposées être pauvres étaient les seules à payer cher, tout de suite cash et par transfert d'argent avec les commissions que vous connaissez. Et donc nous avions essayé de reparer cela, et c'est pour ça que nous étions dans toutes les capitales où nous étions basés dans les 8 pays en fait, nous étions toujours situés à des adresses prestigieuses, de façon à ce que nous servions d'interface pour représenter ces petites et moyennes entreprises africaines vis-à-vis de leurs interlocuteurs, par rapport auxquels nous prenions l'engagement, en cas de faillite, en cas de problème, en fait, de prendre le relais. Donc les entreprises européennes et américaines étaient rassurées de travailler avec une entreprise sérieuse qui avait pignon sur rue comme nous, et en même temps, nous prêtions ces prestiges-là à ces entreprises africaines, et ça permettait que, en tant que leurs représentants, mandatés par elles, nous puissions renégocier leurs contrats, soit les prix unitaires, soit les modalités de paiement, etc. C'était juste pour vous, parce que nous n'avons pas suffisamment parlé pour les entreprises. Mais en fait, ça veut dire que nous avons d'abord travaillé pour les particuliers et les entreprises. Les entreprises. Ensuite Seulement avec l'État à partir de 2010. Et avant même de travailler avec l'État, notre travail au Cameroun a d'abord commencé avec les communes, les collectivités territoriales. Et c'est parce que les choses marchent bien avec des communes qui adhèrent, pour le cas du Cameroun, mais c'est la même chose dans tous les autres pays africains, que finalement, nous faisons donc un partenariat à un niveau plus élevé, c'est-à-dire au niveau de la stratégie de la croissance et de l'emploi, on nous demande de construire la plateforme numérique du DSCE. Les gouvernants camerounais vous demandent cela? Absolument. C'est vous qui les sollicitez ou bien ce sont eux qui vous sollicitent? Ils nous sollicitent pour nous le demander, parce que nous passons un jour en février 2011, nous avons eu une intervention lors de la conférence annuelle des services centraux et déconcentrés du ministère de l'économie et des finances, du ministère de l'économie, à laquelle d'ailleurs assistaient les ministres ou le secrétaire général du ministère des Finances. Nous avons eu un exposé là-bas pour leur présenter quelle était notre solution. Et donc il y avait à peu près 400 experts, le gratin, en matière d'économie et de finances au Cameroun, et à l'unanimité, il a été demandé que Hope puisse en fait déployer cette solution, non plus simplement à l'échelle de communes, mais à l'échelle nationale et de la stratégie de la croissance et de l'emploi. C'est là donc que nous signons un nouveau partenariat qui comprend 2 phases. Parce qu'auparavant, des organismes spécialisés n'ont pas été en situation d'adresser ce besoin, pour faire simple. Et donc, lorsque nous arrivons, on nous confie ce besoin, sauf qu'il y a des doutes localement sur la possibilité même absolue de faire une plateforme aussi intégrée. Parce que 1000 choses sont intégrées. La stratégie de la croissance et de l'emploi, pour vos téléspectateurs rapidement, c'est une sorte de business plan du Cameroun sur 10 ans. Parce que c'est la première phase décennale en fait du projet émergence du Cameroun à l'horizon 2035. Donc c'est sur 10 ans. Ils ont déroulé un ensemble de projets de manière sectorielle, projet par projet, etc. Et donc, il fallait une plateforme qui permette d'avoir une sorte de tableau de bord pour permettre, par exemple, au niveau ministériel ou au plus haut niveau du top management au Cameroun, de suivre l'évolution des projets
pour permettre également, en fait, de faire de l'anticipation, parce que nous pouvions leur remonter des statistiques, et aussi d'avoir une base de données que n'avait pas l'État, que n'a toujours pas d'ailleurs l'État du Cameroun, sur les entreprises. Vous avez compris que nous travaillons avec les entreprises, et que même si on dit grand projet ou projet structurant, ce n'est qu'un projet pour nous, donc c'est un devis détaillé, peu importe. Nous pouvions leur trouver, mobiliser des financements alternatifs non générateurs d'endettement, parce que le Premier ministre, en fait, dans le cadre de la feuille de route 2011, Monsieur Philémon Yan, il a prescrit au ministre de l'économie en 2011, la feuille de route du ministère de l'économie en 2011, que tout le monde peut consulter, de rechercher en urgence des financements alternatifs pour permettre en fait d'adresser les besoins des projets, de la stratégie de la croissance, qu'il s'agisse des grands projets, mais surtout les projets au niveau communal. Et donc, ça veut dire que lorsque nous faisons cette conférence en février, vous comprenez qu'il y a déjà dans un ordre du Premier ministre qui demande de trouver une solution, et le ministre de l'économie d'époque voit dans notre solution la réponse à la prescription que vient de lui faire son supérieur hiérarchique. Et donc, on adhère à notre solution, et cela donne lieu à un contrat. Première phase, mettre en place l'infrastructure numérique, et deuxième phase, l'exploitation de l'infrastructure numérique. Et donc, la première phase a été réussie, je dois vous le dire. En quelle année? Elle a été réussie dès 2012, parce qu'il y a eu en novembre 2012 l'inauguration officielle de la plateforme informatique intégrée, appelée devhub.com, par le ministre de l'économie. Qui s'appelait comment? Nganou Ndjoumessi. Monsieur Nganou Ndjoumessi. Devant d'autres membres du gouvernement, plusieurs autres membres du gouvernement, devant les représentants résidents des organisations internationales, devant des députés, devant les organisations citoyennes, devant des universitaires, mais également devant beaucoup des maires avec lesquels nous travaillons en amont ou qui avaient été invités par le fait du ministère de l'économie. Vous savez qu'il y a le côté aménagement du territoire dans MINEPAT, ministère de l'économie, de la planification et de l'aménagement du territoire, et qui fait qu'il y a un travail en proximité, notamment à travers du PNDP, du Programme national de développement participatif, qui est spécialisé véritablement dans le travail avec les différentes communes du Cameroun. Et donc cet aspect-là, nous le mettons en exergue, nous réussissons la livraison sans dépassement budgétaire, sans dépassement de délai. Nous réussissons, ce qui est une chose rarissime, extrêmement rare, à tenir les délais, à tenir les coûts, malgré tous les bâtons qu'on nous a mis dans les roues, pour vous faire un clin d'œil par rapport à votre question antérieure, qui ne sont pas venus uniquement des uns, mais de beaucoup d'acteurs, y compris des acteurs techniques, qui nous ont souvent compliqué la situation en disant vous voyez, monsieur les représentants du groupe Hope, il serait bon qu'il y ait telle fonctionnalité dans la plateforme, elle n'y est pas. Et nous avions une stratégie. Parce que nous sommes une entreprise de recherche et développement. C'est une chose très mal comprise. Les gens pensent qu'on improvise au fur et à mesure. Mais non, nous avons plusieurs années de recherche et développement avec des statisticiens, des mathématiciens, des physiciens, des anthropologues, des marketistes. On était une belle entreprise avec de très belles ressources humaines. Je dis ça pour faire un clin d'œil à mes collaborateurs. Et donc, cela permet en fait... Restons dans la question parce que nous comprendre pourquoi cette aigle-là a été abattue en plein vol. C'est-à-dire que dans la première phase que nous parvenons à livrer, malgré les difficultés, parce qu'on nous augmente le cahier de charges sans doute, sans cesse, on nous dit il n'y a pas telle fonctionnalité, notre stratégie, oui, monsieur l'expert. Parce qu'il y a des experts gouvernementaux, il y a aussi des experts indépendants qui sont payés pour surveiller la progression du travail et aussi la qualité du chantier au moment de sa livraison provisoire et de sa livraison définitive. Et nous disions toujours, vous avez raison, monsieur l'expert. Cependant, cette fonctionnalité n'a pas été prévue dans le cahier de charges, mais puisqu'elle est pertinente, nous allons le faire. Et ce sera sans frais supplémentaires. Et nous le faisions. Et cela arrive une fois, deux fois, trois fois, quatre fois. La cinquième fois, le ministre qui assiste à l'époque, lui, Paul Motazé, à une de ces péripéties, veut vérifier si c'était réellement dans le cahier de charge ou pas. En fait, ce n'était pas dans le cahier de charge. Mais comme nous le faisons, il nous dit, mais en fait, c'est-à-dire qu'en voulant nous mettre les bâtons dans les roues, on nous a fait briller. Parce que comme chaque fois, il nous demandait des fonctionnalités que nous avions en stock, ou qu'il nous fallait adapter à partir des trouvailles de notre recherche et développement, en fait, nous versions cela n'ajoutait pas les délais, cela ne générait pas de nouveaux coûts, et ça a donné l'impression qu'il y avait une
une nouveauté, et ça a plu par exemple au ministre, puisque vous me demandez si les hommes politiques. Paul Motazé, qui était ministre des Finances, qui était ministre de l'économie jusqu'en 2011, et vous verrez d'ailleurs que c'est plutôt à l'arrivée de son successeur que les problèmes ont commencé. Son successeur qui est Monsieur Nganou Djoumessi. Emmanuel Nganou Djoumessi, qui a été son successeur à partir de 2011, suite au remaniement qui est intervenu, je crois, à la fin de l'année 2011, décembre, je crois, 2011. Et donc, en fait, nous arrivons donc à livrer la plateforme en temps, en heure, sans dépassement de coûts. Et ceux qui avaient cru au projet se sont retrouvés confortés, consolés, ils étaient soulagés. Mais je dois vous dire qu'ils n'ont pas attendu de voir si on a réussi. Ils sont venus à Paris, sur nos chantiers, au 121 avenue des Champs-Élysées. Ils sont venus nous harceler pour voir si ça avance, etc. Et évidemment, nous avancions, nous maîtrisions. C'est pas avec le Cameroun que nous avons inventé. C'est parce que nous avions inventé que nous avons, dès 2009, déroulé la partie B2C en matière de particuliers, la partie B2B avec les entreprises, et nous avions commencé la partie B2A avec les institutions, et simplement, on nous demandait de dérouler la partie la plus macro, c'est-à-dire une institution qui s'appelle cette fois-là l'État du Cameroun, avec ses composantes sectorielles que peuvent être par exemple des départements ministériels, le ministère du Tourisme, avec des hôtels locaux qui n'ont pas de plateforme de réservation. Je peux vous concéder que comme dans beaucoup d'autres pays, il arrive que des hôteliers ne soient pas toujours à la hauteur. À tout le moins, je vais rendre hommage à d'autres hôteliers africains, au Burkina, au Bénin, au Cameroun, pour lesquels nous avons vendu des prestations et les retours des clients avec des images, etc. Déjà, vous vous rendez compte, en 2011-2012. Et les retours en 2009, 2010, 2011. Les retours des clients qui sont allés dans les hôtels. Je vous confesse, nous choisissions nos hôtels. Nous choisissions nos partenaires. Nous choisissions. C'était l'intérêt. Je vais faire un clin d'œil au groupe Moncam. J'ai bien aimé l'hôtel La Falaise à Douala. Qui était l'un de nos partenaires. Très joli. J'ai séjourné. Alors je vous rends cet hommage, je vous fais de la pub. Qui était l'un de nos partenaires. Donc nous sélectionnons de manière très rigoureuse nos partenaires. On leur disait, vous voulez être notre partenaire? Nos clients sont des gens chics, qui ont un bon pouvoir d'achat, qui sont exigeants parce qu'ils sont habitués à des services de premium. Donc, pour que vous soyez notre partenaire, voilà notre liste d'exigences. Et donc, ça veut dire que une fois que nous livrons... par le temps, M. Fumbi. Alors, maintenant que vous livrez ce premier travail en 2012, vous récoltez le satisfecit de tout le monde. Tout le monde. De tout le monde. Des organisations internationales. De tout le monde. De tout le monde. Nous sommes félicités par tout le monde. Et ça donne beaucoup d'idées d'ailleurs. Vous avez des lettres de félicitations? Nous avons, bien sûr. Des lettres. Ah ben bien sûr. Qui par exemple? De qui par le exemple? Premier ministre, le ministre de l'économie de l'époque, lui Paul Motazé, mais M. Nganou Djoumessi aussi, également, oui. À son arrivée, puisqu'il inaugure. Oui, c'est lui. Donc même à l'inauguration, bon, les images, il avait photos, la banane. Il avait, c'est quand même pas mal, voyez-vous, M. Moafo, de dire mon ministère, dans le cadre de l'objectif que nous a fixé le Premier ministre de l'État du Cameroun, chef de gouvernement, vous savez les titres, on les aligne et ça ronronne, et apparemment c'est chic, c'est poétique aussi, mais enfin, pourquoi pas. Et donc, nous avons réussi à accomplir cela, etc. Même si en vérité, donc ça c'était bien. Ça c'était 2012. 2012. Et on vous invite à nouveau, l'État du Cameroun vous invite en février 2013. En fait, vous nous avez mieux que ça. C'est-à-dire que après l'inauguration, puisque la plateforme, on ouvre les rideaux, ça veut dire qu'elle fonctionne déjà. On n'ouvre pas les rideaux pour regarder les gens, vous ouvrez les rideaux parce que vous êtes prêts. Et parce que les gens viennent, ils sont curieux et ils tapent sur l'ordinateur et ils veulent aller inaugurer. Donc évidemment, il y a des documents témoins qui produits par le ministère de l'économie lui-même, d'époque, etc. Le contrat prévoyait en son article 27, en fait, qu'en cas de succès de la première phase, c'est-à-dire de l'ouvrage, qui est la plateforme, l'infrastructure numérique, notre groupe aurait l'exclusivité dans l'exploitation de cette plateforme numérique pour le compte du Cameroun, qui y détenait, non pas la propriété, mais une licence d'exploitation, comme cela se fait d'ordinaire. Et donc, c'était en exclusivité, nous avions cette exploitation. Et donc, il y a eu le contrat d'exploitation. Nous étions invités, le 15 avril 2013. Donc, un fax arrive, les moyens habituels. On invite le PDG d'Europe à une mission pour pouvoir, en fait, organiser ce qu'on appelait les DevHub2. La plateforme, c'est devhub.com, c'est-à-dire, en fait, il s'agissait d'aller dans les principales capitales occidentales, y compris aussi Johannesburg, d'aller dans ces capitales, en fait, pour que l'État du Cameroun annonce au monde,
Voilà, vous nous avez assez critiqué. Il est vrai que nous avons quelques problèmes d'image, quelques problèmes de réputation, que beaucoup de bailleurs nous ont quittés ou ne remontent plus leur budget sur place au profit d'autres pays qui sont en compétition, a fortiori depuis la crise 2008, en compétition sévère et très serrée pour capter les fonds qui sont disponibles. Donc nous avons désormais une innovation qui vous permet de faire confiance à un tiers de confiance qui est la technologie. Et nous sommes donc un État stratège. Si vous lisez les discours d'époque, c'est vraiment, c'est dithyrambique. Hein. Et donc, ces 8 capitales, en fait, il fallait qu'on déploie ce plan et qu'on l'implémente. Donc on m'invite, entre autres, pour que nous puissions finaliser ces aspects-là, et aussi pour que le ministre puisse enfin apposer sa signature formelle sur le contrat d'exploitation prévu par l'article 27 du contrat de 2011, mais qui était déjà en route, enclenché, oui. qui fonctionnait déjà dès l'inauguration, dès le jour d'inauguration, avant même le jour de l'inauguration, puisqu'avant le jour de l'inauguration, il y a tout un collectif de journalistes qui, en avant-première, 1 ou 2 jours avant, ont été conviés au cabinet du ministre et ont eu accès à la plateforme pour qu'ils puissent mieux en parler au moment de l'inauguration, ce qui est normal et commun. Et donc, tout cela marchait avant. Et donc, la mission se passe très bien. Évidemment, nous sommes invités, logés, avec toute la puissance de la force de l'État. Quand on vous reçoit, évidemment, le Cameroun, vous savez, c'est quand même un peu placé fier, donc ils y mettent le paquet. Mais enfin, les choses étaient faites dans le bon ordre, nous avons bien travaillé, et il fallait accélérer les choses, parce qu'il y avait eu du retard. Parce que depuis l'arrivée de M. Nganou Ndjoumessi Emmanuel en 2011, c'est vrai que le projet, qui avait un rythme de réunion hebdomadaire, on se réunissait plutôt par mois, tous les mois ou tous les 2 mois, et lui-même, en fait, n'a attendu que le 19 mai pour nous accorder la première audience, alors que son prédécesseur, c'était quasiment mensuellement, puisqu'il voulait faire le point et sanctionner et ajuster, etc. Donc nous avons attendu... Monsieur Luc-Paul Motazé travaillait bien, mais M. Nganou Ndjoumessi arrive, il retarde l'affaire. Il faut le dire, c'est un fait. Il faut le dire, quand quelqu'un a bien bossé. Monsieur Luc-Paul Motazé est un féru de technologie. Vous pouvez lui connaître d'autres défauts, ça nous est égal. Nous disons qu'en matière de technologie, il est le ministre au Cameroun qui a senti qu'il y avait quelque chose de bon pour son pays et qui a mis le paquet pour que les choses puissent aller de l'avant et qui mensuellement faisait le point et qui a envoyé des délégations à Paris pour suivre les travaux et s'assurer que Hope ne privilégie pas un autre partenaire, un autre État, parce qu'il voulait vraiment que le Cameroun soit le premier dans le monde à porter cela, même si le Cameroun n'avait pas d'exclusivité, puisque c'était une licence. Et donc, lorsque le remaniement arrive, M. Nganou arrive, sauf que peut-être le temps de s'imprégner du dossier, vous savez, les formules habituelles, ça a quand même pris de l'inauguration où il a été très très diligent, en novembre 2012, il a fallu que nous attendions très longtemps pour avoir la première audience donc, et que les choses puissent se mettre en route. Donc, il n'y a pas à l'arrivée, à l'occasion de cette mission où je suis invité officiellement en tant que représentant légal du groupe Hope, tout se passe bien, sauf qu'au moment de retourner, eh ben, on nous interpelle, et puis on nous retire le passeport, et puis on nous demande de nous présenter à la police judiciaire, le lendemain, le 10, le 10 de quel mois? Le 10 mai 2013. On nous arrête à l'aéroport le 9. Le commissaire m'explique que parce qu'il m'a vu récemment à la télé, etc., il me fait la fleur de me concéder d'être de bonne foi et en tout état de cause d'avoir des enjeux financiers beaucoup trop importants avec l'État du Cameroun pour ne pas me soumettre librement à la police judiciaire le lendemain. Donc il était supposé me garder à vue dès m'avoir capturé à l'aéroport, dès le 9, mais il m'a laissé, je dois le dire aussi, rentrer, le commissaire de l'aéroport m'a laissé rentrer à mon hôtel, et on a récupéré mes bagages, et donc le lendemain, je me rends à la police judiciaire. Tout se passe normalement, des auditions. En fait, quand on va à la police judiciaire, vous ne vous posez pas trop de questions, en fait. Quand vous travaillez avec l'État, l'État est en droit, surtout que nous avions des données sensibles, importants en termes d'information, sur les particuliers, sur la diaspora, sur les entreprises, sur les communes, sur l'État, sur le DSCE, dont nous avons d'ailleurs édité l'une nous avons été l'un des éditeurs, en fait, à l'international du DSCE, etc. Donc ça ne nous gênait pas, c'est simplement la manière un peu cavaleresque était étonnante. On avait l'habitude de nous scanner. Vous y étiez allé tranquillement en me disant, je vais comprendre.
Et donc, au moment d'aller à la police judiciaire, nous passons normalement les entrevues. Et je rentre à mon hôtel pour repartir dans le vol du soir. C'est alors qu'autour de 20h, je suis donc capturé, mis en garde à vue le 10 mai 2013. Je vous rappelle que, parce que c'est une date particulière, en fait, le 10 mai 2013 est la veille d'un long week-end au Cameroun, parce que le lundi 13 est un lundi de Pentecôte qui est férié. Voilà. Donc on m'arrête aux enclabures de 20h le 10 mai, le vendredi, sachant expressement que le week-end arrive, que c'est un long week-end, et que le travail ne reprendrait que le mardi 14. Il devait avoir une forme d'urgence. Et donc, je suis arrêté, mis en garde à vue. Ce programme vous est proposé par Deviseo Fret, spécialiste du transport international Afrique, Dom-Tom, Océan Indien. Retrouvez-nous sur www.deviseo-fret.com. Téléphone +33 139 85 14 23. Le chef d'accusation, c'est quoi? Quand on arrête quelqu'un, on lui dit vous arrêtez de foutre telle chose. Alors, vous accusez quoi? Bon, d'abord, là, vous raisonnez, je vois que vous avez vous êtes très imprégné de la culture française, et c'est très bien. C'est pas un reproche. Mais là-bas, on peut vous arrêter sans rien vous dire, et vous devez suivre quand même. Mais quand on m'arrête au départ, je ne sais pas pourquoi on m'arrête. Simplement, lorsqu'on me notifie la garde à vue, il est marqué escroquerie. Mais on ne vous donne pas plus de détails. Escroquerie. Il est marqué escroquerie. Simplement, mes plaignants, en fait, sont pour la plupart, et surtout la locomotive, ils ne sont pas souvent au Cameroun. Oui, qui sont vos plaignants pour qu'on vous arrête pour escroquerie? Qui sont Alors, les plaignants, c'est mon directeur général adjoint dans le cadre de la société en France, Hope Finance. Il s'appelle Patrick Mboma. Patrick Mboma, qui est en fait l'unique et célèbre Ballon d'Or football africain 2000, pour que vous n'ayez aucun... Patrick Mboma, le footballeur. L'éminent footballeur. Que j'ai reçu sur ce plateau. C'est mon ami, je ne veux pas cacher. Patrick Mboma est un ami, est un frère. Ça fait 15 ans que je le connais personnellement. C'est Patrick Mboma qui est le plaignant? Ce n'est pas un ami, mais c'était pour moi un partenaire, un co-actionnaire, le deuxième actionnaire de Hope Finance France, et le directeur général adjoint statutaire, ça veut dire que c'est dans les statuts, c'est légal, de la société Hope Finance France, et il était par ailleurs le président du conseil d'administration de la société anonyme Hope Finance Cameroun. Je comprends, c'est Patrick Mboma qui m'amène à vos bureaux au 121 avenue des Champs-Élysées un jour. Vous devriez me recevoir, vous étiez en discussion avec quelqu'un, j'ai attendu dans le bureau de Patrick, et ensuite il m'a introduit, il nous a laissé à deux, nous avions discuté de la possibilité que je fasse votre communication. Bon, ça ne s'est pas fait pour des raisons qu'on gardera pour nous. Oui, je vois, mais c'est Patrick qui m'amène dans vos bureaux. Ça me revient là maintenant. C'est un scénario tout à fait plausible, en effet. Et ça explique aussi pourquoi je n'en ai pas gardé souvenir, pas seulement parce qu'on n'a pas ensuite fait de partenariat, mais aussi parce que vous n'étiez pas venu à mon invitation, et donc je ne vous connaissais simplement pas, je le confesse, et j'avais de ce point de vue un trou de mémoire, mais je recevais beaucoup de monde, vous le supposez. D'accord. Et donc ça veut dire que... Le plaignant, c'est Patrick Mboma qui est votre directeur général adjoint. Statutaire. Statutaire, donc vous ne l'avez pas nommé, vous avez fait les statuts avec lui? Statutaire. Attendez, chers téléspectateurs, les intellectuels comprennent ce que c'est qu'être statutaire, mais c'est pas monsieur tout le monde. Ça veut dire le jour où vous avez écrit les statuts, vous étiez avec Patrick Mboma ou avec son avocat? Bien sûr. Et donc, il sait qu'il est directeur adjoint depuis le départ. C'est bien cela? Mais c'est pas qu'il sait, il le demande. Il le demande. Il est en démarche de reconversion professionnelle. Oui. Il veut un poste éminent, ce qui est normal à cause de son rang social, à cause de sa réputation. Oui. Et il ne veut pas juste venir comme un tout venant. C'est compréhensible. Et nous, ça ne nous pose pas problème. Donc nous acceptons le fait qu'on puisse lui faire place nette. Et donc il est directeur général adjoint, statutaire, et il est deuxième actionnaire de Hope. C'est un fait et c'est vérifiable. Après moi. Et donc concrètement... la première plainte, la plainte locomotive, la plainte principale. Parce qu'en fait, il est réellement le chef de file des plaignants. Parce qu'il y en a eu plusieurs. Il y a d'autres. Tout à fait. Il y en a, en fait, il y a eu en tout 7 plaintes. Pouvez-vous me donner leur nom? Bien sûr. Je veux savoir qui est. Ce sont des informations publiques. Donc, je vous les donne pour vos téléspectateurs. Monsieur Patrick Mboma est
parmi les plaignants, le chef de file est l'unique actionnaire. Tous les autres plaignants sont plutôt des créanciers de l'entreprise et la plupart du temps sont arrivés à l'entreprise par le biais de Patrick Mboma, notamment Carlos Idriss Kameni, oui, je vois, oui. Qui est un footballeur professionnel, probablement encore en activité. Oui, je sais qu'il qu'il est en les Turquie. Lions des Indomptables, et qui est un proche de M. Mboma, est un créancier. Il a été également plaignant dans le cadre tout à fait rocambolesque, et je dois vous le dire, d'une créance qu'il fait à l'entreprise et dont le terme n'est pas encore échu, et qui est une créance dont le contrat qu'il a dûment signé est assorti de clauses compromissoires et attributives de compétences, c'est-à-dire concrètement pour vos téléspectateurs, le contrat prévoit qu'en cas de grabuge, qu'en cas de problème entre le créancier et sa créancière, le créancier c'est M. Carlos Idriss Kameni, et la débitrice c'est la société Hope. Et non pas Jean-Emmanuel Foumbi. C'est la société. C'est la personne morale, c'est sa co-contractante. Qu'en cas de problème entre les deux, ils iraient devant tel tribunal et que le problème sera connu ou réglé par tel droit. C'est ça qu'on appelle lequel des tribunaux notamment la société est une société française, c'est globalement c'était le droit français. Donc c'est le tribunal de Paris. Et la loi française. Okay. Donc en cas de problème, la loi française devait connaître le problème parce que le contrat a été signé sous le régime de la loi française. Et en cas de problème, c'est bien des tribunaux français de commerce qui devaient connaître. Donc, juste une parenthèse, ces documents sont signés où? Ces contrats sont signés dans quel pays? En Europe, pas au Cameroun. Je crois que c'est ça. En Europe, oui, je veux bien comprendre. Rien de tout ce que je vais vous dire n'est signé au Cameroun. Rien. Tout est signé? Tout est signé dans l'espace Schengen. Cameroun, dans l'espace Schengen. Très bien. Puisque la question peut se poser de savoir en quoi et en vertu de quoi le Cameroun et les juridictions camerounaises ont pu s'en mêler, alors qu'il s'agissait de faits qui ont eu lieu en Europe concernant la plupart du temps des Européens, puisque M. Kameni est espagnol, M. Mboma, comme moi, est français, et qu'en tout état de cause, ceux des créanciers qui n'étaient pas européens sont venus à Paris pour accomplir leur diligence. Alors nous avons M. Patrick Mboma, qui est mon ami, mon frère. Il y avait Idriss Carlos Kameni, que je connais. Nous avons également M. Mbela Mbela, le jeune, qui était ambassadeur du Cameroun à Paris. Ici en France, ministre en ce moment des Relations extérieures. Il était actionnaire aussi. Il avait entamé une procédure pour devenir actionnaire, une procédure qu'il a fait avorter, n'étant pas allé au bout. Mais il a envoyé une plainte, et je dois tout de suite vous préciser que des 7 plaintes, 2 des plaintes ont été disqualifiées parce que apparemment il lui a été conseillé de ne pas trop se mouiller, mais les plaintes sont là, ça veut dire que c'est prouvable, il ne peut pas le contester. Oui. Quand je dis qu'il a entamé une procédure pour devenir actionnaire, ça veut dire que tous mes avocats dans toutes nos procédures peuvent le prouver, et que sur tous les serveurs nous avons conservé les preuves. Ça c'est pas un problème. Et donc il y a M. Mbela Mbela le jeune, il y a M. Ghislain Nokam, docteur Ghislain Nokam, qui lui aussi a vu sa plainte disqualifiée. Et les 5 plaintes qui ont été retenues sont de M. Mboma, M. Carlos Kameni Idriss, M. Dieudonné Kangoum, qui a porté plainte à Paris au civil, qui a perdu. Et le tribunal de Bobigny lui a demandé d'aller poursuivre la personne morale au tribunal de commerce de Paris. Comme cela est inscrit dans la loi des parties. Et il n'y est pas allé, il a plutôt préféré, sous les encouragements de M. Mboma, de porter plainte également au Cameroun. Il y a ensuite Roger Nono, un ami d'enfance bien connu, c'est de notoriété publique de M. Mboma, un opérateur économique, qui a des affaires en France et un peu partout. Et enfin, il y a également le dernier plaignant, qui est assez particulier et original, c'est la société Logis SA, une entreprise française qui a une filiale au Cameroun, et en fait, dont le directeur général s'appelle M. Martin Niamsi. Donc M. Martin Niamsi dépose une plainte au Cameroun contre Jean-Emmanuel Foumbi
en disant clairement, et ça pourrait faire rire si ce n'était pas dramatique, que son entreprise travaille avec la personne morale, une personne morale qui s'appellerait Hope Finance SA, en fait qui n'existe pas, et la facture n'est signée de personne, même pas de lui, encore moins de Hope Finance, encore moins de Jean-Emmanuel Foumbi. Je veux juste vous dire, sans rire, que M. Martin Niamsi, encore aujourd'hui, je le verrai, peut-être que je lui offrirai un café, puisque je ne le reconnaîtrai pas, en vrai. Encore aujourd'hui, où nous parlons, nous sommes en 2020. D'accord. Donc ça veut dire que les 5 plaignants dont les plaintes ont été retenues sont ceux-là. C'est M. Martin Niamsi pour le compte de la société Logis SA. C'est M. Roger Nono, M. Kengoum, qui a déposé plainte à Paris et qui a perdu. Qui a perdu à Bobigny. Qui a perdu à Bobigny, ça veut dire que le jugement existe. Et là, a déposé là-bas. M. Carlos Idriss Kameni et M. Patrick Mboma, qui en réalité est le chef de file en ce que, lorsqu'il a déposé plainte, quand on m'a arrêté ce long week-end de Pentecôte, il a dû faire le voyage pour le Cameroun. Donc on l'a prévenu que j'ai été arrêté. Ça veut dire qu'il savait que je serais arrêté. Il est venu. Il savait que je... Vous verrez un peu plus tard. C'est une accusation grave. Non, c'est une affirmation factuelle, documentée. Et d'ailleurs, M. Nganou Messi va le confirmer devant les minutes de l'audience que M. Nganou Messi accorde à l'été 2014 aux dirigeants de l'association SOS Racisme Cameroun. Lorsque mon pronostic vital est engagé, ça c'est dans une salle où il y a une douzaine de personnes, M. Nganou Messi confesse que M. Mboma, dès 2012, était venu le voir pour que son département ministériel et lui-même poursuivent la personne de Jean-Emmanuel Foumbi pour détournement de deniers publics. Sauf que nous disposions, comme je vous l'ai indiqué tantôt, des satisfecits de tous les services du ministère de l'économie, y compris du ministre Nganou Messi lui-même. Et donc il lui a dit, je viens de délivrer des satisfecits, voilà tous les documents, nous n'avons aucun début de mobile pour essayer de le poursuivre. Ça veut dire quoi, M. Moafo? Qu'au moment où le représentant légal de l'État du Cameroun, dans le partenariat public-privé entre l'État du Cameroun et le groupe Hope, quand il m'invite le 15 avril 2013 pour me retrouver le 23 avril, à venir le 23 avril dans le cadre d'une mission très officielle, il est au courant qu'il y a des procédures, des démarches de la part de mon directeur général adjoint, de la part du deuxième actionnaire de l'entité Hope en France, par ailleurs président du conseil d'administration de Hope Finance Cameroun. Il est au courant que des autorités, en tout cas au moins lui, ont été contactés à l'effet de déposer une plainte contre moi. Donc il m'invite en sachant au minimum de la probabilité d'une cabale judiciaire, puisque lui-même dit ne nous reprocher rien. Et que je sache s'il est le représentant de l'État du Cameroun, à partir du moment où lui ne nous reproche rien, l'État du Cameroun n'a rien à nous reprocher, et même s'il y avait des mésintelligences entre les actionnaires, c'est de la cuisine interne. Mais je veux vous rassurer aussi que M. Mboma n'a jamais déposé aucune plainte, ni contre la personne morale, ni contre Jean-Emmanuel Foumbi. D'ailleurs, c'est normal, parce qu'en tant que directeur général adjoint, s'il y avait eu quelques problèmes avec les comptes, c'est lui, le directeur général adjoint, et le directeur général, ou le PDG que j'étais, nous en aurions répondu ensemble. Devant il n'existe pas de grief qu'on aurait pu opposer au PDG et qui puisse dispenser, dans le cas de la personne morale, son directeur général adjoint, au moins en tant qu'interlocuteur ou en tant que témoin. Donc voilà la situation. Les 2 autres plaintes de M. Mbela le jeune sont disqualifiées, ainsi que Dr Nokam. Et M. Mboma arrive le week-end, par avion. Il arrive par Yaoundé, cela est vérifiable, et il débouche à Douala avec ses avocats le mardi, et ainsi que Roger Nono, ils arrivent le mardi 14, puisque lundi est férié. Je vous rappelle que la garde à vue au Cameroun est décomptée heure par heure. C'est dire à quel point, au moins sur la forme, ce pays accorde du prix à la liberté. On décompte heure par heure. Et le maximum de mise en garde à vue, de la durée, c'est 48 heures qu'on peut renouveler une fois, et vraiment au grand maximum 2 fois par un magistrat. Donc au pire des cas, même si vous êtes criminel, dans l'état actuel de la loi camerounaise, vous pouvez être
détenu en garde à vue pendant 4 à 6 jours 6 maximum. jours, pas plus. Je vous ai indiqué vous y êtes que resté j'y combien? étais 12 jours. 12 jours, donc vice de procédure déjà. 12 jours, c'est un fait. Et M. Mboma débarque donc le mardi 14 mai 2013, c'est-à-dire que je suis en garde à vue depuis le 10. Et à ce moment-là, il dépose sa plainte et il fait tout ce qu'il y a à faire. Mais comme sa plainte est faible... Il dépose sa plainte le 14 alors que vous êtes déjà interpellé le 10. Bien sûr. Donc on vous a interpellé sans qu'il y ait une plainte. Alors, je comprends. Parce que vous croyez que... Je vais vous dire une chose, M. Moifou. Autant je vous ai contesté d'appeler le Nubel prison, parce que c'est une imposture, c'est un camp où s'achève l'humanité, c'est l'antre de la succursale de l'enfer sur terre, autant je récuse le fait que vous vouliez m'expliquer qu'au Cameroun, pour arrêter quelqu'un, il faut forcément un mobile, et par ailleurs que vous êtes dans la coquetterie, ou dans une forme de pudeur, où vous voudrez qu'en plus ce mobile soit un mobile sérieux. Écoutez, là c'est la loi. Je veux comprendre. On vous interpelle le 10 mai. Et vous dites que Patrick Mboma dépose sa plainte le 14. Le 14, 4 jours après. Cela signifie, chers téléspectateurs, si je comprends mal, corrigez-moi, vous avez le droit, cela signifie qu'on vous a interpellé sans que la moindre plainte soit déposée contre vous. Sur quelle base vous attendons interpeller? Pourquoi vous faut-il qu'il y ait une base, en fait? Sur quelle... Qu'est-ce qui a motivé votre interpellation, M. Fumbi? Je vais vous expliquer. En finance, beaucoup de gens vont vers le Panama, vont vers les îles Vierges britanniques pour rechercher ce qu'on appelle des paradis fiscaux. Oui. En droit, apparemment, certains vont vers la destination Cameroun, par exemple, lorsqu'ils veulent un paradis judiciaire. Oh, Jésus-Marie-Joseph. D'accord. Ok. La plainte de Patrick, mon frère et mon ami, est déposée le 14, alors que vous avez passé 3 nuits en garde à vue. Et comme cette plainte, apparemment, qui doit servir de prétexte, est légère, il convoque donc d'autres personnes, d'autres créanciers, qui sont souvent d'ailleurs arrivés à l'entreprise par son biais, et il doit leur tenir un discours suffisamment alléchant et charismatique, puisqu'il arrive à enrôler les Kameni et consorts et son ami Nono, et il dépose également plainte. Ça veut dire que la plainte de Nono est du 14, que la plainte de Kameni est... Toutes les plaintes sont postérieures au 14, puisqu'on me met en garde à vue le vendredi 10 mai aux alentours de 20h, dont les plaintes arrivent seulement le premier jour ouvrable, qui est donc le mardi 14 ou après le mardi 14. Donc quand je vous parle de cette plainte, ce sont des plaintes qui arrivent dans ce contexte-là. Et donc, une fois que ces plaintes sont arrivées, nous n'avons pas de prolongement de garde à vue, en fait. Il n'y a rien. Parce que la loi dit qu'au-delà de 48 heures, pas 2 jours, monsieur, 48 heures. Oui. C'est-à-dire que le décompte, c'est à partir de vendredi 10 mai, 20 heures. Oui. Donc, à minuit le vendredi, ça fait 2 heures. Il me reste maximum 46 heures. C'est important, la liberté, monsieur. La liberté est la règle et la privation de liberté, l'enfermement ou la garde à vue ou la détention sont des exceptions. C'est en tout cas ce que dit la loi camerounaise dans sa forme. Et une fois qu'on m'arrête, on me prolonge donc de 12 jours, après quoi on me présente devant le procureur, et le procureur décide que la plainte, il décide en fait d'un mandat de détention provisoire. Ah, la fameuse détention provisoire au Cameroun, quoi, voilà, qui peut durer 100 ans. Le temps qu'ils veulent. Donc on décrète qu'un mandat est délivré contre moi, mandat de détention provisoire, et donc de ma cellule de la police judiciaire, on m'entraîne directement à la prison, à la supposée prison de Nubel, dont je viens de vous indiquer qu'il s'agit d'un camp, et que ce n'est pas une figure de style de vous indiquer que c'est vraiment un camp entouré de barbelés, dans lequel on pratique de la séquestration arbitraire et des tortures, comme vous ne sauriez pas trouver les mots pour les narrer. Bien entendu, monsieur Omafou. Pouvez-vous, si vous pouvez, pouvez-vous décrire comment étaient-vous, quelles étaient vos tortures, comment elles étaient? Alors, si vous le pouvez. Déjà, à partir de la garde à vue, nous allons évidemment pour la conscience de vos téléspectateurs, on va la préserver au maximum. Mais il faut à un moment donné que les choses soient un peu dites. Lorsque nous sommes en garde à vue,
il fait environ 40 degrés. Ouais. Voilà. Il s'agit d'une petite cellule, moins de 10 mètres carrés. Les mauvais jours, nous y sommes une quinzaine, parce que c'est un flux. On met facilement les gens en garde à vue. Hein. Puis des fois, quand on paye, ou quand par chance, vous êtes tombé sur un officier ou sur un magistrat sérieux, il regarde, s'il n'y a pas de motif valable, il vous libère. Ou alors, même si vous êtes coupable, c'est pas grave. Vous payez et puis on vous libère. Sauf dans les cas comme les miens, j'avais même pas le luxe de payer. En fait, parce qu'il s'agissait, comme l'ont dit tous les magistrats, vous savez que votre problème, ils l'ont dit à mes avocats, ils l'ont dit vraiment sans détour, ce dossier ne concerne pas Douala. Vous savez que vous avez des problèmes avec nos chefs à Yaoundé. Si vous voulez le régler, allez directement les voir. Tous les magistrats, et nous en avons eu un paquet, puisque je vous parle de 5 plaintes. Les 5 plaintes ont donné lieu, en fait, successivement, dans la foulée, à 4 mandats de détention, là où un seul suffisait. Il y a eu le premier mandat de détention, on a jumelé 2 des 5 plaintes. Les plaintes des footballeurs ont été jumelées. C'est-à-dire que la plainte de Kameni et la plainte de Patrick Mboma ont été jumelées. Mais voilà ce qu'ils ont fait. Par peur qu'un magistrat, au détour peut-être d'un soir, où il aurait eu envie de se souvenir de son serment, au nom du peuple camerounais pour lequel il rend justice, de dire le droit éventuellement, on s'est arrangé pour que toutes les 7 plaintes étaient pour le même motif. Toutes les 7 plaintes, même les 2 qui ont été disqualifiées, escroquerie. Le procureur de la République a pris la plainte de M. Mboma et de M. Kameni, il les a jumelées, mais il a fait le zèle en les convertissant en escroquerie aggravée. Quelle est tactiquement la stratégie? C'est de le décentrer. Escroquerie égale escroquerie aggravée. C'est-à-dire qu'il voulait, je ne sais pas comment il a calculé, vous pourrez éventuellement lui poser la question avec votre statut de journaliste. Enfin, voilà ce qu'ils ont fait. Ça a permis que le dossier soit décentré, soit externalisé pour le tribunal de grande instance. Sinon, tous les dossiers, toutes les plaintes étaient au tribunal de première instance. Et en allant dans 2 tribunaux, avec de nouveaux juges, c'est une façon de bien vous museler pour qu'au cas où un seul juge voudrait vous libérer, que l'autre mandat permette que vous ne soyez pas libre. Et au cas où tous les juges d'un tribunal, notamment le TPI, le tribunal de première instance de Douala, voudraient tous ensemble vous libérer, peut-être parce que le président du tribunal ou le procureur de la République ont constaté qu'il y a une connivence, qu'il y a des relations, des affinités avérées entre les plaignants et qu'il y a une sorte de répétition de toutes les plaintes, peut-être décider de vous libérer. Comme ça, il y a le tribunal de grande instance où vous n'êtes pas libéré. Donc, je voulais juste vous dire que l'escroquerie aggravée, par ailleurs, n'est pas une infraction connue en droit français. C'est-à-dire que la relation Mboma et Hope Finance, la relation Hope et Kameni sont régies, toutes les 2, par le droit français. Le droit français ne sait pas ce que veut dire escroquerie aggravée. Pour vos téléspectateurs, en pénal, on ne peut pas vous condamner ou vous juger sur la base d'une infraction qui n'est pas extrêmement précisément décrite et circonscrite dans le code pénal. Et donc, il n'y a pas en France d'escroquerie aggravée. D'accord? Pourtant, au Cameroun, la loi des partis qui nous demandait à n'être jugé le cas échéant, et même pas moi, plutôt la personne morale, je n'en suis que le représentant légal. Comme individu, je ne suis pas impliqué dans les relations directes entre M. Mboma et Hope Finance. Même si, par extraordinaire, il débarque au Cameroun pour demander à M. Fumbi de lui rembourser ce qu'il a investi dans Hope Finance. Et voyez comme la Providence fait les choses, il produit la preuve de sa banque Fortis, une banque qui à l'époque, qui maintenant a fait faillite. Donc il produit la preuve en fait que l'argent est sorti de son compte Fortis Bank vers le compte Crédit Lyonnais de Hope Finance. De Hope Finance, mais pas de Jean-Emmanuel Fumbi. Pas de Jean-Emmanuel Fumbi. D'ailleurs, c'est la seule pièce qu'il met qu'il adosse à sa plainte. Mais... il prouve que Jean-Emmanuel Fumbi n'a rien à voir, mais que la personne morale, s'il fallait d'ailleurs juger quelqu'un, ça aurait été la personne morale. Il le prouve. Mais néanmoins, puisqu'il y a des instructions venant de la très haute hiérarchie, expression consacrée dans ce pays qui aime les titres ronflants,
La haute hiérarchie avait apparemment, manifestement, on le verra par la suite, donné des instructions. On le verra par la suite parce que ce n'est pas une supputation, ce n'est pas une hypothèse. Il y a des faits, il y a des documents qui permettent de manière péremptoire d'affirmer que, en réalité, il y a eu un tandem de ministres, un duo infernal qui a orchestré les choses dans l'unique but d'extorquer, d'exproprier l'invention technologique du groupe Hope en se servant de l'appareil judiciaire qu'ils ont instrumentalisé pour parvenir à cette fin diabolique. Un tandem. Un tandem. Un duo. Un duo. Emmanuel Nganou Ndjoumessi, ministre de l'économie. Oui. Laurent Marie Esso. Laurent Esso, celui qui garde les sceaux. Qu'est-ce qui vient voir là-dedans, Laurent Esso? C'est-à-dire que si volontaire que puisse être M. Nganou Emmanuel Ndjoumessi, qui m'a officiellement invité, et qui d'ailleurs au terme du droit international me devait protection dans la durée de mon séjour sur le territoire camerounais, protection à laquelle j'ai d'ailleurs eu droit, logé, nourri et véhiculé, protégé, jusqu'à ce que je sois capturé, en fait, il n'aurait rien pu faire si celui qui garde les sceaux n'avait pas violé tous les sceaux pour rendre la séquestration arbitraire et la torture possible. Vous voulez dire que monsieur... Que le ministre de l'économie n'emprisonne pas. Oui. C'est le ministre de la justice, c'est l'administration judiciaire, ce sont les juges sous la houlette de leur hiérarchie qu'est le ministre de la justice. C'est seulement cette administration qui est capable, pas seulement au Cameroun, mais y compris en France, de vous priver de liberté et, le cas échéant, de vous séquestrer de façon arbitraire. Merci à GMTV+. Continuez de donner la parole à ceux à qui on la refuse.